Tu n'es qu'un fardeau qui sent les médicaments, maman. Plus personne ne supporte d'être près de toi. » Ces mots sont sortis de la bouche de mon propre fils, Mathieu, comme des poignards empoisonnés directement dans mon cœur. Moi, Brigitte Martin, à 70 ans, après une vie entière dédiée à élever cet homme, j'ai entendu la pire phrase qu'une mère puisse entendre. Mais vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé après. Ce que j'ai fait le lendemain était si inattendu, si bouleversant, qu'aujourd'hui encore, 6 mois plus tard, Mathieu n'arrive toujours pas à y croire. Et la leçon que je lui ai donnée? Eh bien, vous allez découvrir qu'une femme de 70 ans peut être beaucoup plus rusée que quiconque l'imagine. Tout a commencé ce matin froid de mars, à Lyon. J'étais dans ma cuisine, la même où j'avais préparé des milliers de repas pour ma famille au cours de 40 années, quand j'ai entendu des pas lourds monter l'escalier de mon appartement au 3e étage. Ce n'étaient pas les pas habituels de Mathieu, ceux-ci avaient quelque chose de différent, quelque chose de menaçant. La matinée avait commencé paisiblement. J'avais ouvert les volets de ma chambre donnant sur les toits en tuiles rouges du vieux Lyon, respiré l'air frais qui remontait des quais du Saône. Les cloches de la basilique Notre-Dame de Fourvière sonnaient 7 heures, comme elles le faisaient depuis des décennies, marquant le rythme de ma vie lyonnaise. Dans la cuisine, l'arôme du café fraîchement passé embaumait l'air. J'avais disposé mes médicaments sur la table, ceux pour la tension, pour le cœur, les vitamines que le docteur Moreau insistait pour que je prenne, dans leurs petits compartiments hebdomadaires. Mes doigts, marqués par les années et l'arthrite, tremblaient légèrement en manipulant les piluliers colorés. J'aimais ces matins tranquilles dans mon appartement du Croix-Rousse. Les murs de pierre épais gardaient la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Chaque coin de cet espace portait les traces de ma vie, les photos de mariage avec Jean-Claude, les dessins que Mathieu avait fait enfant collés encore sur le réfrigérateur, les souvenirs de voyage avec mon défunt mari alignés sur l'étagère du salon. Ce matin-là, j'avais même préparé des croissants frais de la boulangerie Mercier, celle où j'allais depuis 30 ans. Madame Mercier m'avait demandé des nouvelles de Mathieu, comme elle le faisait toujours. « Il va bien, votre fils ? Il ne vient plus avec vous le dimanche. » J'avais souri et menti, il est très occupé avec son travail, vous savez comme c'est. La vérité était que Mathieu ne venait plus me voir le dimanche depuis plusieurs mois. Nos déjeuners familiaux s'étaient espacés, puis avaient complètement disparu. Quand je l'appelais, il répondait toujours qu'il était débordé, stressé, que les enfants avaient mis l'activité. J'avais appris à ne plus insister, à me contenter de ces visites sporadiques et pressées. Ce matin de mars, quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure, mon cœur s'est empli de joie malgré moi. C'était peut-être le retour de mon fils attentionné, celui qui venait prendre le petit déjeuner avec moi les week-ends, qui me racontait ses projets, ses préoccupations. « Bonjour, mon chéri », avais-je appelé depuis la cuisine, arrangeant rapidement mes cheveux gris dans le reflet de la fenêtre. Mais quand Mathieu est entré, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Ses traits étaient tendus, ses mâchoires serrées. Il portait son costume de travail, celui qu'il mettait pour ses rendez-vous importants au cabinet comptable, un costume gris anthracite qui le faisait paraître plus sévère qu'il n'était vraiment. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-il dit d'un ton que je ne lui connaissais pas. Ces 5 mots ont fait s'effondrer ma bonne humeur matinale. Dans toute ma vie de mère, j'avais appris à décoder les intonations de mon fils. Et cette fois, son ton ne présageait rien de bon. La porte s'est ouverte avec violence. Mon fils de 48 ans est entré comme une tempête, le visage rouge de colère, les poings serrés. Ses yeux, qui un jour m'avaient regardé avec un amour inconditionnel, brillaient maintenant de quelque chose qui m'a glacé le sang, du mépris pur. « Maman, ça doit s'arrêter maintenant », a-t-il crié, jetant une pile de papiers sur la table de la cuisine avec violence. Les papiers se sont éparpillés, certains tombant par terre. Mes mains ont tremblé en ramassant les documents. C'étaient des factures médicales, des ordonnances, des résultats d'examen, toute la paperasserie de mes traitements de santé des derniers mois. Mon cœur, déjà fragile à cause des années, s'est mis à battre de façon désordonnée. « Qu'est-ce que c'est, Mathieu ?» ai-je demandé, ma voix sortant plus faible que je ne l'aurais voulu. « Ça, maman,
c'est le gouffre financier que tu es en train de créer dans notre famille. Il a pointé agressivement les papiers du doigt. Tu crois que l'argent pousse sur les arbres? Que je suis ta banque personnelle? Je ne comprenais pas. J'avais toujours payé mes propres factures, je m'étais toujours débrouillée seule depuis que mon mari, Jean-Claude, était mort il y a 8 ans. J'avais ma petite retraite, mes économies, jamais je n'avais demandé d'aide financière à Mathieu. Mais enfin, Mathieu, je ne comprends pas. Je paie tous mes frais médicaux avec ma propre retraite et... T'es à retraite? Il a ricané amèrement. Et les courses que je fais pour toi? Et les fois où je t'emmène chez le médecin? Et le temps que Camille passe à t'expliquer comment utiliser ton smartphone? Tout ça, c'est du temps et de l'argent. Chaque mot était comme une gifle. Je regardais cet homme devant moi et je ne reconnaissais plus mon fils. Où était le petit garçon qui grimpait sur mes genoux pour que je lui lise des histoires? L'adolescent qui venait chercher mes conseils quand il avait des problèmes avec ses copains? Le jeune homme qui m'appelait tous les soirs quand il était étudiant à Paris? Mais Mathieu a continué, chaque mot plus cruel que le précédent. Tu sais quel est le problème, maman? Tu ne te rends pas compte que tu es devenu un fardeau. Tes visites constantes chez le médecin, tes médicaments coûteux, tes matinées à pleurer papa. Tout ça coûte de l'argent et de la patience que je n'ai plus. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, mais il ne s'est pas arrêté. Si j'avais su que ce serait notre dernière vraie conversation avant des mois, aurais-je réagi différemment? Aurais-je trouvé les mots pour lui expliquer que mes larmes pour son père n'étaient pas de la faiblesse, mais de l'amour qui refuse de mourir? Et cette maison? Regarde-moi cet endroit. Il a fait un geste large englobant tout l'appartement. Tu vis seul dans un appartement de 3 chambres au centre de Lyon, pendant que moi, ma femme et mes enfants, on vit entassés à Villeurbanne. Tu es égoïste, maman. Purement et simplement égoïste. J'ai essayé d'expliquer que cette maison avait 40 ans de souvenirs, que chaque coin gardait des traces de mon défunt mari, des anniversaires des enfants, des Noëls en famille. Que dans la chambre du fond, il y avait encore les dessins que lui et sa sœur Amélie avaient fait enfant. Que dans le placard de l'entrée, je gardais précieusement le manteau de Jean-Claude parce qu'il sentait encore son eau de toilette. Des souvenirs? Des souvenirs? Il a presque craché les mots. Maman, les souvenirs ne paient pas les factures. Les souvenirs ne nourrissent pas mes enfants. Tu vis dans le passé pendant que nous, on galère dans le présent. Mais Mathieu, je ne savais pas que vous aviez des difficultés financières. Si tu me l'avais dit. Te le dire? Il a ri d'un rire sans joie. Pour que tu me sortes tes grands discours sur l'indépendance et la fierté? Non merci, maman. J'en ai assez de tes leçons de morale. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas seulement mon cœur, mais quelque chose de plus profond. La confiance aveugle qu'une mère a en son enfant, cette certitude que quoi qu'il arrive, il restera toujours de son côté. Mais Mathieu n'avait pas fini. Il a levé la voix encore plus fort, et j'ai entendu Madame Dubois, ma voisine, remuer derrière la cloison. Tout l'immeuble allait entendre cette dispute humiliante. Et tu veux savoir le pire, maman? Le pire, c'est que même Baptiste et Lucie commencent à se plaindre. Ces mots suivants ont été comme un coup de massue. Hier, Baptiste m'a demandé pourquoi grand-mère sentait toujours bizarre et pourquoi elle parlait toujours de grand-père qui est mort. Mes propres enfants trouvent leur grand-mère pénible. Le silence qui a suivi a été assourdissant. J'ai regardé l'homme devant moi et je n'ai pas reconnu mon fils. Où était le garçon que je berçais dans mes bras pendant les orages? L'adolescent qui pleurait sur mon épaule quand il avait eu le cœur brisé pour la première fois? Le jeune homme qui me demandait conseil sur sa carrière, sur l'amour, sur la vie? Et puis, comme un coup de grâce final, Mathieu a lâché la phrase que je n'oublierai jamais. Assez, maman. Tu n'es qu'un fardeau qui sent les médicaments. Plus personne ne supporte d'être près de toi. Ni moi, ni Camille, ni les enfants. Il faut que tu acceptes que tu es une vieille inutile et que tu arrêtes de gâcher nos vies.
Le silence qui a suivi était assourdissant. Je l'ai regardé, cet homme devant moi, et je n'ai pas reconnu mon fils. Dans ses yeux, il n'y avait plus trace de l'amour, de la tendresse, du respect qu'il avait toujours eu pour moi. Il n'y avait que de la colère, de l'exaspération, et quelque chose de plus terrible encore, de l'indifférence. Mathieu est parti en claquant la porte, me laissant seul avec les débris de mon cœur brisé et une pile de papiers éparpillés sur la table de la cuisine. L'écho de ses pas dans l'escalier s'estompait, mais ses mots continuaient de résonner dans ma tête comme une mélodie obsédante et cruelle. Je me suis assise dans le silence de ma cuisine, entourée par 40 années de souvenirs qui venaient d'être réduits à néant par les mots de mon propre enfant. Les rayons du soleil matinal filtraient encore par la fenêtre, mais ils ne réchauffaient plus rien en moi. Mais vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas lamenté. Je ne suis pas resté au lit à dramatiser. Non, j'ai fait quelque chose que personne n'attendait d'une vieille inutile, comme moi. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé l'agent immobilier le plus respecté de Lyon. Monsieur Dubois? Ici Brigitte Martin. J'ai besoin de vendre mon appartement. Aujourd'hui même. Attendez, ne partez pas encore. Vous n'avez aucune idée de ce qui va suivre. Ce qui s'est passé après que j'ai vendu ma maison en 24 heures était si inattendu que cela a complètement changé la vie de Mathieu. Et la leçon que je lui ai donnée? Eh bien, disons qu'il ne traitera plus jamais une mère comme un fardeau. Restez avec moi, car dans les prochains chapitres, vous allez découvrir comment une femme de 70 ans peut être beaucoup plus puissante que quiconque l'imagine. La plus douce vengeance de ma vie ne fait que commencer. 24 heures. C'était exactement le temps qu'il m'a fallu pour bouleverser ma vie de fond en comble et commencer la leçon la plus importante que Mathieu recevrait de toute sa vie. Le matin suivant cette horrible dispute, je me suis réveillée à 6 heures avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas de la colère, c'était de la détermination pure. Pendant que je préparais mon café dans la machine que Jean-Claude m'avait offerte pour notre 35e anniversaire de mariage, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et j'ai vu Lyon s'éveiller sous un ciel bleu radieux. C'était comme si l'univers me donnait un signe. La nuit avait été étrangement paisible. J'avais dormi d'un sommeil profond, sans les cauchemars habituels, sans me réveiller en sursaut en pensant aux mots cruels de Mathieu. Au contraire, j'avais rêvé de Jean-Claude. Dans mon rêve, il était assis à notre table de cuisine, buvant son café du matin comme il le faisait pendant des décennies, et il m'avait dit, « Ma chérie, il est temps de vivre pour toi. Tu as assez donné. » J'avais pris ce rêve comme un message. Jean-Claude avait toujours été un homme sage, et même dans la mort, il semblait me guider vers la bonne décision. À cette heure précise, j'ai appelé Monsieur Dubois. François Dubois était l'agent immobilier le plus réputé du 1er arrondissement de Lyon, un homme que je connaissais de réputation depuis des années. Sa voix au téléphone était professionnelle mais surprise. « Madame Martin? À cette heure-ci? J'espère que tout va bien. » « Tout va parfaitement bien, Monsieur Dubois. En fait, tout va mieux que jamais. J'aimerais vendre mon appartement du Croix-Rousse. Aujourd'hui, si possible. » Il y a eu un silence au bout du fil. « Aujourd'hui, madame? Vous êtes sûre que... » Jamais je n'ai été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. « Pouvez-vous venir l'évaluer ce matin? » Bien sûr, madame Martin. Je peux être là à 9 heures, si cela vous convient. Après avoir raccroché, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois, j'ai pris un bain relaxant dans ma baignoire ancienne, avec des sels de bain à la lavande que ma sœur Céleste m'avait rapporté de Provence. J'ai pris le temps de me coiffer correctement, de mettre ma plus belle robe, celle en laine bleu marine que Jean-Claude adorait, et même un peu de rouge à lèvres. Quand je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas. Pas une vieille inutile, mais une dame élégante de 70 ans, avec des yeux déterminés et une posture droite. Cette femme-là avait du pouvoir, de la dignité, et surtout, elle avait des choix. Monsieur Dubois est arrivé ponctuellement à 9 heures.
C'était un homme élégant d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux gris bien peignés et un sourire professionnel qui s'est transformé en surprise authentique quand il a vu l'état impeccable de mon appartement. « Madame Martin », a-t-il dit en se promenant dans les pièces, les yeux écarquillés, « cet appartement est un véritable joyau. L'emplacement dans le Croix-Rousse, la vue sur la Saône, les finitions d'origine du XIXe siècle. Pourquoi souhaitez-vous vendre avec une telle urgence ? J'ai préparé du café dans ma plus belle porcelaine, celle que je réservais pour les grandes occasions. Les tasses tintaient délicatement dans leur soucoupe tandis que je versais le café fumant. Monsieur Dubois, ai-je répondu en lui servant une tasse, parfois dans la vie, nous devons prendre des décisions radicales. Et je viens de prendre la mienne. Il a fait le tour de l'appartement avec l'œil expert d'un professionnel. Il a admiré les hauts plafonds avec leur moulure d'époque, les parquets en chêne massif que Jean-Claude et moi avions fait rénover il y a 15 ans, les grandes fenêtres qui donnaient sur les toits de tuiles rouges typiques de Lyon. Dans le salon, il s'est arrêté devant la cheminée en marbre où trônaient encore les photos de famille. « Ces boiseries sont exceptionnelles », a-t-il murmuré en caressant du doigt les étagères sculptées de la bibliothèque. « Et cette exposition plein sud ? Madame Martin, vous possédez là un bien immobilier de grande valeur. » Dans la cuisine, il a été impressionné par l'espace et la fonctionnalité. Cuisine équipée, plan de travail en granit, vue dégagée. Dans les chambres, il a noté l'espace de rangement, la luminosité, la tranquillité malgré la proximité du centre-ville. Après une heure d'inspection minutieuse, il s'est assis à ma table de cuisine et a sorti sa calculatrice. Madame Martin, compte tenu de l'emplacement privilégié, de l'état exceptionnel du bien, de la superficie de 95 mètres carrés et de la rareté de ce type d'appartement sur le marché lyonnais. Il a marqué une pause théâtrale. J'évalue votre appartement à 450 000 €. J'ai failli renverser ma tasse de café. C'était beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Jean-Claude et moi avions acheté cet appartement 80 000 francs en 1985. Voir sa valeur aujourd'hui m'a donné une sensation de vertige, mais aussi de pouvoir. Vous êtes sûr de cette estimation ? Absolument certaine. L'immobilier dans le Croix-Rousse a explosé ces dernières années. Votre appartement est situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de Lyon, avec un charme architectural incomparable. Il a ouvert son agenda électronique avec enthousiasme. J'ai 3 clients qui cherchent exactement ce type de bien. Un jeune couple de cadres supérieurs, un investisseur parisien qui souhaite un pied-à-terre à Lyon, et une famille qui veut se rapprocher du centre-ville. Je peux organiser des visites dès cet après-midi, si vous le souhaitez. Parfait. Mais il y a une condition, je veux que tout soit réglé d'ici demain soir. Paiement comptant, sans crédit, sans bureaucratie qui traîne. Monsieur Dubois m'a regardé avec curiosité, mais il a acquiescé. D'accord, Madame Martin. Dans ce cas, je vais contacter immédiatement mes clients les plus solvables. Pendant qu'il organisait les visites, j'ai commencé à passer des coups de téléphone. Le premier était pour ma sœur Céleste, qui vit à Annecy avec son mari Henri. Brigitte ? Quelle surprise ! Comment vas-tu, ma chérie ? Sa voix était chaleureuse, comme toujours. Céleste avait 3 ans de moins que moi, et nous avions toujours été très proches malgré la distance. Céleste, j'ai besoin d'une faveur. Est-ce que je peux venir passer quelques jours chez vous ? Je fais quelques changements dans ma vie. Bien sûr. Mais tout va bien ? Tu as l'air différente. Tout va parfaitement bien, ma sœur. Mieux que jamais, en fait. Je t'expliquerai tout quand je serai là. Henri sera ravi de te voir. Tu sais qu'il adore discuter politique avec toi. Et moi, j'ai hâte de rattraper le temps perdu. Quand arrives-tu ? Probablement demain ou après-demain. Je t'appellerai pour confirmer. Le deuxième appel était pour Madame Rousseau, ma voisine de 78 ans qui vivait seule depuis la mort de son mari l'année précédente. C'était une femme charmante qui se plaignait souvent de solitude malgré ses 4 enfants éparpillés aux 4 coins de la France. Brigitte, ma chère. Comme c'est bon d'entendre ta voix.
Comment vas-tu après, enfin? J'ai entendu des éclats de voix hier. Madame Rousseau, que diriez-vous de faire ce voyage de rêve dont nous parlons toujours? Visiter la Provence, voir les champs de lavande, séjourner dans ces hôtels de charme dont nous rêvons en regardant les magazines? Tu parles sérieusement? Mais cela doit coûter une fortune. Laissez-moi m'occuper de ça. La vie est trop courte pour économiser de l'argent seulement pour les héritiers, vous ne trouvez pas? Il y a eu un silence ému au bout du fil. Brigitte, tu es sûre? Plus sûre que jamais. Nous le méritons, Madame Rousseau. Nous avons consacré nos vies à nos familles, il est temps de penser à nous. La journée a passé comme dans un tourbillon. 3 familles ont visité l'appartement, et toutes sont tombées amoureuses immédiatement. La première, un jeune couple de trentenaires travaillant dans les nouvelles technologies, a admiré l'aspect moderne que je lui avais donné tout en préservant le charme ancien. La deuxième, une famille avec 2 adolescents, s'est extasiée devant l'espace et la proximité des écoles. La troisième, un couple de retraités aisés de Paris, cherchait exactement ce type d'appartement pour leur retraite à Lyon. À 18 h, Monsieur Dubois m'a appelé, Madame Martin, j'ai 3 offres. La plus intéressante vient du couple parisien, 465 000 €, soit 15 000 € de plus que l'estimation, avec paiement comptant et signature immédiate. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises méthodiquement. J'ai pris mes affaires les plus précieuses, les bijoux de ma mère, les photos de famille, quelques objets de Jean-Claude, mes livres préférés. Le reste, je l'ai laissé pour la nouvelle propriétaire, qui était ravie de récupérer les meubles d'époque. J'ai signé le contrat le vendredi matin, dans le bureau de Monsieur Dubois, en présence du notaire, Maître Durand. Quand l'argent est apparu sur mon compte bancaire, 465 000 € en chiffre net, j'ai ressenti une liberté que je n'avais pas éprouvée depuis des décennies. Ce n'était pas seulement une liberté financière, c'était une liberté émotionnelle, spirituelle même. Mais le plus intéressant restait à venir. Mathieu a appelé cet après-midi-là, vers 15 h. Maman, je suis passé chez toi hier soir et tu n'étais pas là. Où étais-tu? Sa voix avait quelque chose de différent. Moins agressive qu'avant hier, mais pas encore vraiment repentante. Plutôt, inquiète. Ah, Mathieu. Comme c'est bien que tu appelles. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Quelle nouvelle? J'ai vendu la maison. Le silence du côté de Mathieu a été si long que j'ai cru que la communication avait été coupée. J'entendais seulement sa respiration qui s'était accélérée. Comment ça, tu as vendu la maison? Sa voix est sortie étranglée, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Exactement ce que tu viens d'entendre, mon fils. J'ai vendu l'appartement. L'argent est déjà sur mon compte. 465 000 €, pour être exact. Mais tu ne peux pas faire ça. Où vas-tu habiter? Et l'argent? C'est notre héritage. Ah, voilà. La vraie préoccupation de Mathieu n'était pas pour moi, c'était pour l'argent qu'il pensait récupérer un jour. Mathieu, tu m'as dit que j'étais un fardeau qui sentait les médicaments, tu te souviens? Eh bien, les fardeaux ne méritent ni belle maison ni gros héritage. Alors j'ai décidé de me débarrasser des deux. Maman, tu ne peux pas parler sérieusement. Tu es en train de faire du chantage. J'étais nerveux ce jour-là, j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Non, Mathieu. Tu as dit exactement ce que tu pensais. Et moi, j'ai entendu chaque mot avec une clarté totale. Maintenant, c'est mon tour d'agir avec clarté. Où es-tu maintenant? Sa voix trahissait une panique croissante. En lieu sûr. Avec des gens qui me valorisent. Maman, s'il te plaît, rencontrons-nous. C'est de la folie. Tu ne peux pas tout jeter par la fenêtre comme ça. La seule folie, Mathieu, c'est d'avoir attendu 70 ans pour découvrir ma propre valeur. Au revoir. J'ai raccroché le téléphone et j'ai souri pour la première fois depuis des mois. La leçon ne faisait que commencer. 2 semaines après avoir vendu ma maison, j'étais assise sur la terrasse d'un hôtel boutique à Gordes,
en Provence, sirotant un rosé de Bandol en regardant les champs de lavande s'étendre jusqu'à l'horizon. Madame Rousseau à mes côtés riait comme une enfant, ses yeux brillant d'une façon que je n'avais pas vue depuis des années. « Brigitte, je n'arrive pas à croire que nous sommes ici. C'est un rêve. » « Ce n'est pas un rêve, ma chère amie. C'est la vraie vie. La vie que nous méritons de vivre. » Le voyage jusqu'en Provence avait été une révélation en soi. Nous avions pris le TGV depuis Lyon, et pendant tout le trajet, j'avais senti un poids énorme se soulever de mes épaules. Chaque kilomètre qui nous éloignait de Lyon était un kilomètre de plus vers ma nouvelle liberté. À notre arrivée à Avignon, un chauffeur privé nous attendait avec une Mercedes noire rutilante. « Madame Martin ? Je suis Philippe, votre chauffeur pour le séjour. » C'était un homme d'une cinquantaine d'années, souriant et prévenant, qui nous a conduits à travers les routes sinueuses de la Provence jusqu'à notre hôtel. L'hôtel des Boris était un petit paradis niché dans les collines du Luberon. Construit en pierre dorée locale, avec des jardins parfumés de romarin et de thym, il incarnait tout ce que j'avais toujours imaginé de la douceur de vivre provençal. Notre suite avait une terrasse privée avec vue panoramique sur la vallée, et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti vraiment chez moi. « Regardez-moi ça, Brigitte !» s'était exclamée Madame Rousseau en découvrant notre chambre. Des draps en lin, des savons artisanaux à la lavande, et cette vue. Mon Dieu, comment avons-nous pu vivre sans ça? Ces 2 semaines avaient été les plus libératrices de ma vie. Chaque matin, nous prenions notre petit déjeuner sur la terrasse, avec des croissants frais, des confitures maison et du café que le chef préparait spécialement pour nous. L'après-midi, nous visitions les villages perchés de la région. Roussillon avec ses falaises d'ocre rouge, Beaunieu et ses ruelles médiévales, Ménherbe où nous avions déjeuné dans un restaurant étoilé. J'avais même acheté une nouvelle garde-robe dans les boutiques chics de l'Île-sur-la-Sorgue. Des robes en soie naturelle, des foulards colorés, des chaussures italiennes confortables. Pour la première fois depuis la mort de Jean-Claude, je me souciais de nouveau de mon apparence, non pas pour plaire aux autres, mais pour mon propre plaisir. Mais pendant ces 15 jours idylliques, mon téléphone n'avait cessé de sonner. Mathieu appelait tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Au début, j'avais décroché par habitude, mais ces conversations étaient toujours les mêmes, des reproches, des tentatives de culpabilisation, des arguments sur l'argent. « Maman, où es-tu exactement ?» avait-il demandé lors de son 3e appel. « En vacances, Mathieu. Tu sais, ce que font les gens quand ils ont les moyens et l'envie de profiter de la vie. » « Des vacances ? Avec notre argent ? » ?»« Non, mon fils. Avec M1 argent. L'argent de la vente de M à maison. » Camille, ma belle-fille, avait aussi essayé de me convaincre que je traversais une phase difficile. Elle m'avait appelé un soir, tandis que Madame Rousseau et moi dînions sur la terrasse de notre hôtel, les cigales chantant dans les oliviers centenaires. « Brigitte, nous sommes tous inquiets pour vous. Ce que vous faites n'est pas normal. » « Qu'est-ce qui n'est pas normal, Camille ? Le fait que je profite enfin de ma vie au lieu de la consacrer entièrement aux autres ? Mais vous jetez l'argent par les fenêtres. Mathieu m'a dit que vous dépensiez des fortunes dans des hôtels de luxe. Et alors ? C'est mon argent, Camille. Je l'ai gagné en vendant un bien qui m'appartenait. J'ai 70 ans, je suis en bonne santé, et j'ai décidé de profiter de ce qui me reste à vivre. Mais, et nous ? Et les enfants ? Ah, voilà. Toujours cette même question, et nous ? Vous vous débrouillerez très bien sans moi, j'en suis sûr. Après tout, je ne suis qu'un fardeau qui sent les médicaments, n'est-ce pas ? Mes petits-enfants avaient également été mobilisés. Baptiste, mon petit-fils de 14 ans, m'avait appelé un après-midi pendant que je me faisais masser aux huiles essentielles dans le spa de l'hôtel. « Grand-mère, pourquoi tu as vendu ta maison ? Papa dit que tu es malade. » Sa voix d'adolescent, encore changeante, portait une confusion sincère qui m'a fendu le cœur. « Je ne suis pas malade, mon chéri. Je suis guéri. Guéri de vivre uniquement pour faire plaisir aux gens qui ne me valorisent pas. Mais nous, on t'aime,
Grand-mère. Je sais que vous m'aimez, mes trésors. Et moi aussi, je vous aime. Mais parfois, l'amour doit se manifester de façon différente. Je ne comprends pas. Tu comprendras quand tu seras plus grand, Baptiste. L'important, c'est que tu saches que grand-mère va bien. Très bien, même. Lucie, ma petite fille de 12 ans, avait été encore plus directe lors de son appel. Grand-mère, papa pleure tous les soirs. Il dit que c'est de sa faute si tu es partie. Cette phrase m'avait troublé plus que je ne voulais l'admettre. Mathieu pleurait? L'homme qui m'avait traité de fardeau malodorant versait des larmes? Dis à ton papa que grand-mère n'est pas partie. Elle a juste décidé de vivre sa vie différemment. Un soir, alors que Madame Rousseau et moi dînions dans un restaurant gastronomique de Gordes, le Mas de la Baume, avec sa terrasse suspendue au-dessus de la vallée du Luberon, mon téléphone a sonné une fois de plus. C'était Mathieu, mais cette fois sa voix avait un ton différent. Désespéré. Maman, où es-tu? Il faut que je te voie. Je suis en Provence, en train de profiter de mon argent de fardeau qui sent les médicaments. Pourquoi? Maman, s'il te plaît, arrête avec ça. Camille est enceinte. Nous allons avoir un autre bébé. Nous avons besoin de toi. J'ai failli renverser mon verre de Châteauneuf-du-Pape. Intéressant. Maintenant qu'ils avaient besoin de moi pour s'occuper d'un autre enfant, j'étais redevenu nécessaire. Félicitations pour le bébé, Mathieu. Je suis sûre que vous vous en sortirez très bien tout seul. Mais maman, tu nous as toujours aidés. Tu es notre pilier familial. Non, Mathieu. J'étais votre pilier familial. Jusqu'à ce que tu décides que j'étais juste un fardeau. Je ne le pensais pas. J'étais stressée par le travail, par les factures. Et c'est exactement pour ça que j'ai vendu la maison et que je dépense cet argent. Je ne veux être un fardeau financier pour personne. Le silence du côté de Mathieu était éloquent. Combien as-tu déjà dépensé, maman? Ah, voilà la vraie question. Toujours ce retour à l'argent. Jusqu'à présent? Environ 50 000 €. Hôtel de luxe, restaurant gastronomique, vêtements élégants, soins de spa. Tu vois, une vieille inutile doit bien s'amuser avant de mourir. 50 000 €? Il a crié si fort que les autres clients du restaurant ont tourné leur tête vers moi. Maman, tu es en train de jeter notre héritage. Non, Mathieu. J'investis dans mon bonheur. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Il faut que tu arrêtes ça. Reviens à Lyon immédiatement. Ou quoi? Tu vas me traiter encore plus mal que tu ne l'as déjà fait? Maman? Sa voix s'est brisée. S'il te plaît. Mathieu, quand tu décideras de me traiter comme ta mère mérite d'être traitée, nous pourrons discuter. En attendant, j'ai une nouvelle vie à vivre. J'ai raccroché et je suis retourné à mon dessert, une tarte aux figues avec une glace à la lavande que le chef avait spécialement créée pour nous. Madame Rousseau me regardait avec admiration. Brigitte, tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Je ne suis pas courageuse, ma chère amie. J'ai juste cessé d'être lâche. Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'hôtel au drap de lin brodé, je me suis regardée dans le miroir ancien de l'armoire provençale. Je voyais une femme différente. Mes cheveux avaient été coupés dans un style moderne par un coiffeur renommé d'Aix-en-Provence, ma peau rayonnait grâce aux soins du spa, mes yeux avaient une lumière que je n'y avais pas vue depuis des années. À 70 ans, je découvrais qui j'étais vraiment, au-delà d'être simplement maman et grand-mère. J'étais Brigitte Martin, une femme avec ses propres désirs, ses propres rêves, ses propres droits au bonheur. J'ai pris ma tablette et j'ai commencé à rechercher ma prochaine destination. L'Italie? L'Espagne? Pourquoi pas les deux? J'avais le temps et l'argent pour enseigner cette leçon aussi longtemps qu'il le faudrait. Le lendemain matin, pendant que nous prenions notre petit déjeuner face aux champs de lavande qui ondulaient dans la brise matinale, j'ai reçu un SMS de Mathieu. « Maman, je t'en supplie. Nous devons parler.
Je viens te chercher où que tu sois. J'ai montré le message à Madame Rousseau, qui a secoué la tête en souriant. Il commence enfin à réaliser ce qu'il a perdu, n'est-ce pas? Peut-être, ai-je répondu en effaçant le message. Mais il lui reste encore beaucoup à apprendre. Mathieu n'avait pas encore saisi la profondeur de la leçon. Mais j'avais encore du temps et des ressources pour la lui enseigner. La Provence n'était que le début de mon voyage vers la liberté. 6 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais vendu ma maison. 6 mois de liberté, de découverte, de vie pleine. J'avais visité l'Italie, les lacs de Lombardie, Florence et ses trésors artistiques, Rome et son histoire millénaire. J'avais parcouru l'Espagne, Séville et ses patios fleuris, Barcelone et son architecture unique, Saint-Sébastien et sa gastronomie raffinée. J'avais passé un mois entier en Suisse, dans un chalet traditionnel à Zermatt, face aux Cervins majestueux, rencontrant des gens extraordinaires et vivant des expériences que je n'avais jamais imaginées possibles à 70 ans. Mon compte en banque? Eh bien, disons que 200 000 € peuvent offrir une vie très confortable quand on n'a plus personne d'autre que soi-même à entretenir. Pendant ces mois d'errance dorée, j'avais appris l'italien de base avec une professeure privée à Florence, pris des cours de cuisine avec un chef étoilé à San Sébastien, fait de la randonnée dans les Dolomites avec un groupe de retraités aventuriers allemands. Chaque jour apportait une nouvelle découverte, une nouvelle facette de moi-même que j'ignorais encore. À Montreux, en Suisse, je louais depuis 3 semaines une suite au Fairmont le Montreux Palace, cet hôtel légendaire au bord du lac Léman où avaient séjourné les plus grandes célébrités. Ma terrasse donnait sur le lac cristallin, avec en toile de fond les Alpes suisses enneigées. C'était un matin de septembre radieux, et je prenais mon petit déjeuner face à cette vue époustouflante quand j'ai reçu un appel qui allait tout changer une fois de plus. Mais cette fois, ce n'était pas Mathieu, c'était Camille, ma belle-fille, et elle pleurait. « Brigitte, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. » Sa voix était brisée, haletante, comme si elle avait couru ou pleuré pendant des heures. « Camille? Que se passe-t-il? » Le bébé va bien. Mais j'ai besoin de vous dire quelque chose. Sur Mathieu. Sur la façon dont tout s'est réellement passé. Mon cœur s'est emballé. Que veux-tu dire? Puis-je vous voir en personne? C'est important. Très important. Je peux prendre le premier avion pour la Suisse. Quelque chose dans sa voix m'a alarmé. Ce n'était pas la Camille manipulatrice et calculatrice que j'avais appris à connaître ces dernières années. C'était quelqu'un de différent, quelqu'un de brisé. D'accord. Je t'attends. 3 heures plus tard, Camille était dans le hall somptueux de mon hôtel. Elle paraissait épuisée, avec des cernes profonds et les mains tremblantes. À 42 ans, elle avait toujours été une femme belle et élégante, mais ce jour-là, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux châtains étaient mal coiffés, son maquillage avait coulé, et ses vêtements froissés trahissaient un voyage précipité. Nous nous sommes installés dans le salon de thé de l'hôtel, avec sa vue panoramique sur le lac Léman. Les serveurs en gants blancs nous ont apporté du thé dans de la porcelaine fine, mais Camille n'y a pas touché. Ses mains tremblaient trop. « Brigitte, je dois vous demander pardon. » « Pour tout? »« Pardon pourquoi, ma chère ?» Elle a respiré profondément, comme quelqu'un qui s'apprête à confesser un crime. « Tout ce qui s'est passé, la dispute de Mathieu avec vous, les choses horribles qu'il vous a dites, c'était de ma faute. J'ai senti le monde tourner autour de moi. » « Comment ça? » Je faisais pression sur Mathieu depuis des mois. Je lui répétais que vous aviez beaucoup d'argent de côté, que vous viviez seul dans une maison énorme pendant que nous vivions à l'étroit. J'ai planté toutes ces idées dans sa tête. Ma respiration s'est faite lourde. Continue. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Quand nous avons appris que j'étais enceinte à nouveau, nous avons paniqué financièrement. Les coûts avec Baptiste et Lucie étaient déjà élevés, et un autre bébé. Je suis devenue obsédée par l'idée que vous devriez nous aider davantage, ou nous laisser emménager dans votre appartement. Et pourquoi n'es-tu pas venu me parler directement? Parce que je savais que vous en faisiez déjà beaucoup pour nous.
Je savais que c'était injuste de demander plus. Alors j'ai manipulé Mathieu, je l'ai fait croire que vous étiez égoïste, que vous ne vous souciez pas de notre situation. Elle a sorti de son sac une liasse de papier froissé. Regardez ça. C'étaient des documents imprimés, des recherches sur les prix de l'immobilier dans le Croix-Rousse, des calculs manuscrits sur les coûts de la vie avec 3 enfants, des captures d'écran de sites d'annonces immobilières. Tout était annoté de sa main, avec des notes comme « Argument pour convaincre M » ou « Montrer à Mathieu les prix ». J'avais tout planifié, Brigitte. Chaque argument, chaque manipulation. J'avais même préparé un budget détaillé de ce que nous pourrions économiser si nous vivions chez vous ou si vous nous donniez une partie de votre argent. Je regardais ces papiers avec horreur. Tu as vraiment fait ça? Pire encore. Elle a sorti son téléphone et m'a montré son historique d'appels. J'ai contacté des agents immobiliers en me faisant passer pour vous, pour connaître la valeur de votre appartement. J'ai appelé votre banque en prétendant être votre fille pour me renseigner sur vos comptes. J'ai même suivi votre facteur pour intercepter vos relevés bancaires. La révélation m'a coupé le souffle. Mon Dieu, Camille. J'ai transformé mon mari en monstre, Brigitte. Et quand il est allé vous voir ce jour-là, il avait la tête pleine de mes paroles venimeuses. Chaque mot cruel qu'il vous a dit venait de moi. Elle s'est effondrée en larmes. Le pire, c'est que Mathieu ne savait pas tout. Il pensait que ses idées venaient de lui, que sa colère était justifiée. Je l'ai manipulé si subtilement qu'il était convaincu d'avoir raison. Et pourquoi me racontes-tu tout ça maintenant, Camille? Parce que Mathieu a découvert. Il a trouvé tous mes papiers, mes recherches, mes appels. Il a découvert que j'avais piraté son ordinateur pour effacer les traces de mes manipulations. Il a tout découvert. Elle a respiré profondément avant de continuer, sa voix entrecoupée de sanglots. Quand il a compris tout ce que j'avais fait, il est devenu fou. Il a réalisé qu'il avait détruit sa relation avec sa propre mère à cause de mes manipulations. Il a pleuré pendant 3 jours d'affilée, Brigitte. Il ne mange plus, ne dort plus, peut à peine travailler. Il est en dépression profonde. Et toi? Comment te sens-tu? Détruite. Complètement détruite. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Non seulement j'ai perdu ma belle-mère, qui m'a toujours traité comme sa propre fille, mais j'ai vu ce que ma cupidité a fait à l'homme que j'aime. Mathieu n'est plus le même depuis ce jour. Il me regarde parfois comme s'il ne me reconnaissait plus. Elle a sorti d'autres documents de son sac. Et il y a autre chose. Quelque chose que vous devez savoir. C'étaient des lettres manuscrites, écrites de l'écriture de Mathieu. Des dizaines de lettres. Qu'est-ce que c'est? Des lettres que Mathieu vous écrit tous les soirs depuis que vous avez vendu la maison. Il en a écrit plus de 50. Il ne vous les a jamais envoyées parce qu'il a trop honte, mais, lisez en une. J'ai pris la première lettre d'une main tremblante. Ma chère maman, c'est la 23e lettre que je t'écris sans jamais avoir le courage de te l'envoyer. Je ne trouve pas les mots pour exprimer la honte que je ressens. Comment ai-je pu dire des choses si cruelles à la femme qui m'a donné la vie? Comment ai-je pu traiter de fardeau celle qui a sacrifié ses plus belles années pour m'élever? Chaque nuit, je revois ton visage quand j'ai prononcé ces mots horribles. J'ai vu quelque chose mourir dans tes yeux ce jour-là, et je sais que c'est moi qui l'ai tué. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimé. Je ne suis pas cet homme cruel et ingrat. Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi ce jour-là. Ton fils qui t'aime et qui souffre, Mathieu. Les larmes coulaient sur mes joues. J'ai pris une autre lettre. Maman, Baptiste m'a demandé hier pourquoi je pleurais. Comment expliquer à un enfant de 14 ans que son père a détruit la relation la plus précieuse de sa vie par pure bêtise? Comment lui dire que j'ai brisé le cœur de la grand-mère qu'il adore? Lucie dessine des cartes pour toi tous les week-ends. Elle me demande quand tu vas revenir. Je ne sais pas quoi lui répondre. Camille et moi, nous nous disputons sans arrêt maintenant. Elle me reproche de t'avoir fait fuir, mais elle ne comprend pas que sans toi, notre famille s'effondre.
Tu étais notre pilier, notre refuge, notre sagesse. J'ai tout gâché, maman. Tout. Mathieu. Nous sommes restés en silence pendant de longues minutes, moi lisant ces lettres déchirantes, Camille pleurant silencieusement face au lac. Brigitte, a-t-elle dit finalement, je ne m'attends pas à votre pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'avais besoin que vous sachiez que Mathieu est un homme bon. Il a été manipulé par une femme désespérée et cupide. Par moi. Et qu'attends-tu de moi maintenant, Camille? Rien. Absolument rien. Je voulais juste vous dire la vérité. Et vous dire aussi que j'ai quitté Mathieu. Cette révélation m'a surprise. Tu l'as quitté? Je déménage chez ma sœur à Marseille avec le bébé à naître. Je ne peux plus regarder Mathieu dans les yeux en sachant ce que j'ai fait. Et lui, il ne peut plus me supporter non plus. Notre mariage est fini, Brigitte. Détruit par ma cupidité. Cette nuit-là, seule dans ma suite de l'hôtel, j'ai pensé à tout ce que j'avais vécu ces 6 derniers mois. La liberté, les voyages, la découverte de qui j'étais vraiment. Mais j'ai aussi pensé à mon fils, à l'homme que j'avais élevé, que j'avais aimé inconditionnellement pendant 48 ans. Les lettres de Mathieu étaient étalées sur mon lit. 50 lettres d'amour, de regret, de douleur profonde. Dans chacune, je reconnaissais mon vrai fils, pas l'homme cruel qui m'avait insulté, mais le garçon sensible et aimant que j'avais toujours connu. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que personne n'attendait. J'ai pris le premier train pour Lyon. Quand je suis arrivé à l'appartement de Villeurbanne où Mathieu vivait désormais seul avec ses enfants, j'ai trouvé un homme détruit. Mon fils, qui avait toujours été fort et déterminé, était méconnaissable. Maigre, avec une barbe de plusieurs jours, les yeux rouges de tant pleurer. L'appartement était en désordre, des vêtements traînaient partout, de la vaisselle sale s'empilait dans l'évier. Quand il m'a vu sur le pas de la porte, il s'est effondré. Littéralement. Il est tombé à genoux et a sangloté comme un enfant. Maman, maman, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je l'ai pris dans mes bras, et pour la première fois en 6 mois, j'ai pleuré. Nous avons pleuré ensemble sur le canapé du salon, tandis qu'il me demandait pardon encore et encore. Je ne suis pas cet homme, maman. Je ne suis pas cruel. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'ai toujours aimé. Je le sais, mon fils. Je l'ai toujours su. Comment peux-tu me pardonner après ce que j'ai dit? Parce que tu es mon fils. Et parce que parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver. Tu savais? Pour Camille et ses manipulations? Je viens de l'apprendre. Mais cela ne change rien, Mathieu. Tu es responsable de tes mots, même si d'autres les ont inspirés. Il a hoché la tête, acceptant sa responsabilité. Que puis-je faire pour réparer, maman? Mais voici la partie que personne n'attendait. Quand Mathieu m'a demandé si j'allais revenir à Lyon, si j'allais acheter une autre maison, je l'ai surpris une fois de plus. Non, Mathieu. Je ne reviendrai pas vivre à Lyon. Comment ça? Ces 6 mois m'ont appris que je pouvais être heureuse par moi-même. J'ai découvert que j'avais le droit de vivre ma propre vie, pas seulement en fonction de la vie des autres. Mais, et l'argent? Tu as déjà dépensé. Il me reste encore 250 000 €, ce qui est largement suffisant pour vivre confortablement le reste de ma vie. Et tu sais ce que je vais en faire? Mathieu et Baptiste et Lucie, qui venaient de rentrer de l'école, me regardaient avec expectative. Je vais créer une fondation pour les personnes âgées abandonnées par leurs enfants. Je vais aider d'autres personnes de mon âge à redécouvrir leur dignité et leurs valeurs propres. Le silence a été total. Et vous, ai-je continué, vous allez recevoir un héritage bien plus précieux que de l'argent, l'exemple d'une femme qui a appris à se valoriser. J'espère que vous enseignerez cela à mes petits-enfants. Au cours des mois suivants, j'ai rendu visite à Mathieu et à sa famille régulièrement, mais je retournais toujours à ma nouvelle vie indépendante. J'avais acheté un petit appartement à Annecy, près de ma sœur Céleste, et j'avais commencé à travailler sur ma fondation.
Mathieu me traitait désormais comme une reine, avec tout le respect et l'amour que j'avais toujours mérité. Il avait appris sa leçon de la façon la plus dure qui soit. Baptiste et Lucie venaient me voir tous les week-ends, et j'avais développé avec eux une relation plus authentique, basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation familiale. Camille avait effectivement déménagé à Marseille. Mathieu m'avait dit qu'elle avait accouché d'une petite fille, Emma, et qu'elle tentait de reconstruire sa vie. Il n'y avait plus d'amertume dans sa voix quand il parlait d'elle, juste de la tristesse pour un amour perdu et une famille brisée. « Tu lui pardonneras un jour ?» m'avait-il demandé. « J'ai déjà pardonné, Mathieu. Pas pour elle, mais pour moi. La rancune est un poison que nous nous infligeons à nous-mêmes. » La Fondation Brigitte Martin a été inaugurée un an après cette histoire. Elle avait son siège à Annecy et des antennes dans plusieurs villes françaises. Nous aidions des centaines de personnes âgées à retrouver leur estime de soi et leur indépendance. Des cours d'informatique pour les seniors, des groupes de voyage, des ateliers de développement personnel, des conseils juridiques pour ceux qui voulaient reprendre le contrôle de leur patrimoine. L'histoire de mon divorce avec ma famille avait fait le tour des médias locaux, et j'avais reçu des milliers de lettres de personnes âgées qui se reconnaissaient dans mon parcours. Beaucoup avaient trouvé le courage de changer leur propre situation. Un jour, 2 ans après tout ça, Mathieu m'a rendu visite à Annecy. Il avait l'air en forme, apaisé. Il avait perdu du poids, s'habillait mieux, souriait de nouveau. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. »« Je t'écoute, mon fils. »« J'ai rencontré quelqu'un. » J'ai souri. « Raconte-moi. » Elle s'appelle Sophie. Elle est institutrice, elle a 38 ans. Elle a 2 enfants d'un premier mariage. Et, elle connaît toute notre histoire. Comment ça? Je lui ai tout raconté. Ce que j'avais fait, comment tu avais réagi, la leçon que tu m'avais donnée. Elle dit que tu es la femme la plus courageuse qu'elle connaisse sans même t'avoir rencontrée. Et elle veut quand même de toi, ai-je plaisanté. Il a ri, un vrai rire, le premier que j'entendais depuis longtemps. Oui. Elle dit que le fait que j'ai compris mes erreurs et que j'ai changé prouve que je suis devenu un homme meilleur. Elle a raison. Tu es devenu un homme meilleur, Mathieu. Grâce à toi, maman. Grâce à ta leçon. Et c'est là qu'a été la plus grande leçon de toute cette histoire, que jamais il n'est trop tard pour enseigner aux gens comment ils doivent nous traiter. Parfois, pour être respecté, il faut être prête à tout perdre. Mathieu a appris qu'une mère n'est pas la propriété de ses enfants. Camille a appris que la cupidité détruit les familles. Et moi? J'ai appris qu'à 70 ans, la vie ne faisait que commencer. Parce qu'au final, mes chers amis, nous ne sommes pas des fardeaux qui sentent les médicaments. Nous sommes des femmes puissantes avec le parfum de l'expérience, de la sagesse et du courage de recommencer autant de fois que nécessaire. Et voilà la vraie leçon que je vous laisse. N'acceptez jamais d'être traité comme moins que ce que vous méritez. Peu importe votre âge, peu importe qui est la personne. Vous avez de la valeur, vous avez du pouvoir, et vous avez le droit d'exiger le respect. Parfois, la plus grande démonstration d'amour est de dire non. Et parfois, pour sauver une relation, il faut être prête à la perdre complètement. Mon nom est Brigitte Martin, j'ai 71 ans, et voici l'histoire de comment une phrase cruelle m'a libérée d'une vie que je ne savais pas que je ne voulais plus vivre. Aujourd'hui, je vis dans un bel appartement à Annecy, je voyage quand j'en ai envie, je dirige une fondation qui aide des centaines de personnes, et surtout, je suis respectée et aimée par ma famille, non pas par obligation, mais par choix. Et vous savez quoi? C'est exactement la vie que je mérite. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille? Avez-vous déjà entendu des mots qui ont tranché votre âme comme une lame? Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez avez vécu ou vivez des situations similaires. Le manque de respect n'a pas d'âge pour faire mal. Peut-être vous demandez-vous, Brigitte, aurais-je eu le courage de faire ce que vous avez fait? La vérité, c'est que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. C'est décider que notre dignité vaut plus que notre zone de confort. Racontez-moi dans les commentaires,
Vous êtes-vous déjà senti comme un fardeau? Comment avez-vous réagi? Si vous étiez à ma place, auriez-vous tout vendu pour donner cette leçon? Vos histoires comptent. Votre douleur compte. Et surtout, votre force compte. Ne laissez pas cette conversation mourir ici. Abonnez-vous à la chaîne, car ensemble nous sommes plus forts. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa propre valeur. Parce que personne ne mérite d'être traité comme moins que ce qu'il est.